Avant d'aller dans le vif du sujet, donc je voudrais un petit peu vous montrer ce qu'on fait chez Danone, qui est, à mon avis, un acteur principal aussi dans le microbiote intestinal, plutôt sur la prévention et, comme vous savez, sur l'alimentation. Donc on a depuis 3-4 ans, en fait, on a vraiment initié des projets qui sont au-delà de nos produits qui sont sur le marché. Donc c'est vraiment d'aller vers la découverte de l'association entre l'alimentation et le microbiote intestinal pour la santé humaine. Donc on a des programmes, par exemple, pour caractériser, cartographier, comme Mathieu et Joël le disaient, le microbiote intestinal dans différentes populations, puisqu'on sait qu'il y a une grande variabilité, évidemment, de microbiote, mais également d'alimentation qui vont après modifier les associations et après les approches en fait, nutritionnelles pour les sujets. Donc on a des projets, par exemple, de caractérisation de ce qu'on appelle des patterns alimentaires pour un petit peu cartographier pas que le microbiote, mais également l'alimentation au sein des populations. Donc on a par exemple des programmes type French Gut, mais qui sont à moins grande ampleur évidemment, mais qu'on a lancés par exemple comme des initiatives avec l'Université de San Diego, donc qui visent à cartographier à plus faible ampleur, je le dis encore, par exemple aux États-Unis, en Angleterre, au Mexique, au Japon et en Espagne. Donc on va en fait analyser les alimentations de ces sujets, qui sont plutôt des sujets sains, avec le microbiote intestinal. Et notre but, évidemment, c'est d'aller après vers des idées de quelle alimentation en fonction de ces associations. Un autre sujet, en fait, qui est un petit peu plus nouveau pour nous également, c'est que dans le passé, on a remarqué que quand on regarde l'effet des probiotiques ou en général nos probiotiques chez des sujets sains, on voit que les effets sont très faibles parce que l'effet est modeste, parce que les études ne sont pas assez dimensionnées, parce qu'il y a beaucoup de variabilité du microbiote. Et en fait, depuis 3-4 ans, on se positionne plutôt sur comment ce qu'on appelle les biotiques, donc ça peut être les probiotiques, les prébiotiques ou autres, agissent en fait sur le microbiote intestinal, mais un microbiote intestinal qui est soumis à un stress, donc soit un stress écologique qui peut être par exemple, ce que Julien va vous montrer, une diète qui est extrêmement riche en fibres par exemple, flatulogéniques, un stress qui peut ne pas être écologique, mais qui est un stress mental, et on sait que le stress mental agit également sur le microbiote intestinal, et également, donc ça peut vous surprendre, mais on a aussi par exemple en dehors des populations occidentales, entre guillemets, donc on a une division Afrique, en fait, en Europe. Et du coup, on explore aussi, finalement, comment ça aide aussi à la cartographie des populations qui sont un peu moins étudiées, et notamment l'impact du fer sur des enfants anémiés en Afrique et comment des biotiques peuvent protéger ce microbiote intestinal. Donc on est en fait dans des approches qui sont de cartographier pour mieux comprendre, de voir les effets de certains de nos biotiques sur un microbiote altéré. Et ce que je vais mentionner aujourd'hui, c'est principalement sur les antibiotiques. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce qu'on sait que nos biotiques actuels n'ont pas été en fait sélectionnés pour une modulation sur le microbiote intestinal. Donc on utilise souvent des souches qui sont très fortes en termes de technologie, mais on sait que ce ne sont pas les plus adaptées au microbiote intestinal. Donc maintenant, on a une approche en fait, qui peut ne pas être très pionnière, mais qui est d'aller au-delà des souches technologiques et d'aller plus vers des souches qui sont commensales. Donc on n'est pas sur des live biotherapeutics, mais on est par exemple sur des bifidobacterium adolescentis, longum, des bifidobacterium qui vraiment appartiennent au microbiote intestinal et qui ont aussi en fait leur rôle dans cet écosystème. Donc je vais maintenant aller sur la partie antibiotique. Donc Joël a fait l'introduction en fait avec des modèles pour étudier la résilience du microbiote chez des animaux ou chez des personnes, chez des sujets. Donc moi je vais vous montrer, la résilience en fait c'est vraiment très complexe comme thématique. Donc après on peut un petit peu la définir comme le fait de résister et de revenir à un état initial, donc c'est un petit peu l'ensemble. Et il y a différents types de résilience. Donc par exemple on peut penser à une résilience quand on a des diètes alimentaires qui sont très longues, mais là je vais vous parler plutôt d'un stress écologique aigu, qui est l'antibiothérapie. Et comment ça se passe en fait? Donc on sait que notre microbiote intestinal, sa particularité, c'est d'être résilient, mais on sait qu'il y a une variabilité dans la résilience du microbiote
en fonction des personnes, soit le microbiote, soit le fait de leur alimentation, divers paramètres. Et ce qu'on étudie, en fait, c'est quand on a une antibiothérapie, qu'est-ce qui se passe pendant cette antibiothérapie, donc comment le microbiote va résister ou comment est-ce qu'il va évoluer. Et ensuite, dans la phase qu'on appelle en anglais recovery, donc en français, je pense que c'est un peu restauration. Restauration ? Ouais, je ne pense pas que c'est vraiment restauration ou récupération, mais je pense que restauration, c'est peut-être le mot le plus utilisé. Et cette phase en fait, de restauration, elle est variable chez les sujets. Donc on va l'étudier prochainement. Et ensuite, ce que je voulais aussi dire, ce qui était complémentaire à ce que Joël et Mathieu disaient, c'est que pour le microbiote intestinal, donc c'est un écosystème donc, qui est riche en bactéries, en virus, en champignons. Également, par exemple, ce qui est très important, c'est la localisation intestinale, le mucus, le lumen, et les façons d'analyser après le microbiote intestinal. Donc, quand on analyse le microbiote intestinal, en fait, il y a plein de façons de l'analyser, mais naturellement, encore aujourd'hui, donc la majorité des études sont vraiment axées sur bactéries et composition. Évidemment, ça évolue très rapidement, mais la plupart des études, quand même, sont toujours assez axées sur ces deux bactéries composition. Et en termes de restauration du microbiote après antibiothérapie, donc là, je n'ai pas intégré la transplantation fécale, puisque là, je focalisais plus quand même chez les sujets sains. Donc, il y a des approches qui ne sont pas dédiées pour les sujets sains, par exemple les Live Biotherapeutics ou par exemple le DAV 132, c'est plutôt pour des populations malades. Mais en fait, il y a des études qui sont très importantes en termes scientifiques. Elles ont été faites sur des études, des sujets sains pour des preuves de concept et puis aussi pour des effets pour voir la tolérance. Et ces études, donc, elles vont être suivies après chez des malades, mais elles sont quand même très utiles pour voir comment le microbiote répond à des antibiotiques, comment le microbiote répond à des interventions. Et donc nous, chez Danone, forcément, donc on est beaucoup plus axé sur l'alimentation, donc les fibres. Donc il y a eu également des papiers spécifiquement sur l'association entre différents régimes alimentaires plus ou moins enrichis en fibres avec la restauration du microbiote après antibiothérapie. Donc ce qui a été montré, ce qu'on pensait, c'est que c'est l'apport en fibres qui joue beaucoup aussi dans la restauration du microbiote intestinal. Et dans les probiotiques, donc vous avez sûrement entendu parler de l'étude d'Israël qui a été beaucoup médiatisée en 2018. Donc parce que cette étude montrait un effet délétère de probiotiques ou souches lactiques sur le microbiote intestinal de sujets sains qui avaient pris un consortium de souches lactiques et bifidobacterium. Et d'autres études, là j'ai mis que des études récentes, donc avec le BB12, qui, pour moi c'était un peu une réponse à ce papier-là, mais parce qu'il y avait une sorte de tension un petit peu autour de ce sujet. Donc moi ce que je vais vous montrer maintenant, c'était pas une réponse à l'étude de Suède, c'était une étude qui était faite avant l'étude qui a été très médiatisée. Donc juste pour revenir aussi sur la définition des probiotiques, donc, ce sont des micro-organismes qui, quand ils sont ingérés en quantité suffisante, ont un effet bénéfique sur la santé. Mais il faut se rappeler que cette définition, elle ne tient pas compte du microbiote et que l'effet des probiotiques sur la santé peut passer ou non par la modulation du microbiote. Donc, en fait, il y a beaucoup d'études où on regarde l'effet des probiotiques sur le microbiote intestinal, mais il faut savoir que la plupart des études, en tout cas chez l'adulte, où il y a des consommations de probiotiques, la plupart ne sont pas dimensionnées pour voir un effet sur le microbiote intestinal. Donc on est toujours en fait en phase exploratoire où on observe en fait l'effet d'ingrédients ou de probiotiques chez des sujets, mais sans avoir encore la puissance statistique pour ça. Donc je vais vous parler spécifiquement d'un produit laitier fermenté. Donc vous reconnaissez la bouteille, dont la bouteille c'est Actimel. Donc il y a eu des méta-analyses en fait sur l'effet de sa consommation sur tout ce qui est infection commune, enfin courante plutôt, donc c'est gastro-intestinale, respiratoire, et la souche probiotique, donc le Paracasei, qui elle aussi a été décrite en termes d'impact sur le système immunitaire et puis anti-infection.
Donc, il y a plusieurs années, c'était vraiment une sélection de souches à partir de la collection Danone. Donc, 2 autres souches ont été spécifiquement sélectionnées pour des propriétés complémentaires. Donc, l'une souche a été sélectionnée pour un effet antipathogène. Donc, c'était sur Listeria, sur Clostridium. Et une autre souche qui est très spécifique en fait de l'interaction entre la souche et la barrière intestinale et le système immunitaire. Donc 2 souches ont été sélectionnées. Après, ça date un peu ce projet. Donc, par exemple, c'était très axé sur bactéries lactiques, donc il n'y avait pas non plus la diversité de bactéries qu'on pourrait avoir actuellement dans notre collection. Donc, ces 2 souches ont été testées après spécifiquement dans un projet en fait, qui visait à voir ou à différencier l'effet de souche sur la résilience du microbiote intestinal après antibiothérapie. Donc on a d'abord commencé in vivo chez l'animal en collaboration avec INRAE. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé 2 souches, donc le Rhamnosus et le Paracasei, qui ont été données à des souris, mais indépendamment dans chaque groupe. Et ça a été reproduit quand même un certain nombre de fois. Et du coup, ce qu'on voit bien, donc ça, ce sont des graphes typiques de l'antibiothérapie, par exemple. Ici, c'est baseline. Quand on prend l'antibiothérapie, on voit le microbiote qui dérive complètement vers la droite. Et après, quand on arrête l'antibiothérapie, on voit petit à petit un retour, ici qui était incomplet, du microbiote intestinal. Donc ça, c'est vraiment comment le microbiote intestinal répond, là, dans ce cas, à une antibiothérapie. On voit vraiment la résilience ici qui était incomplète. Et après, donc, quand on regarde l'effet de ces 2 bactéries, Rhamnosus et Paracasei, sur un pathogène qu'on avait intégré, donc Enterococcus fecalis, on voit seulement au milieu, avec la flèche noire, qu'une souche, la Paracasei, permettait de diminuer le taux de ce pathogène et pas le Rhamnosus. Et là, j'ai juste mis un graphe, mais en gros, sur le microbiote, ce qu'on montre également, donc là, c'est plus visible ici, c'est que seulement le Paracasei, en fait, permettait de restaurer. Là, c'est au niveau phylum, donc c'est Bacteroidetes et plutôt après Bacteroidales. Mais seulement la souche de Paracasei permettait de réamplifier en fait, des genres qui étaient perdus pendant l'antibiothérapie au milieu. Donc cette étude, en fait, elle a montré que l'effet de probiotiques est souche dépendant sur le microbiote intestinal. Et en parallèle, donc, on a montré également par exemple, que le Paracasei pouvait augmenter le propionate, donc un short chain fatty acid, le lithocolacte, qui est un acide biliaire secondaire qui est aussi impliqué dans un effet antipathogène, et avec une action sur un gène de l'intestin. Donc ça montrait l'effet sur le LOT et également sur le microbiote intestinal. Donc ça, c'est chez la souris. Donc on a ensuite complété cette thématique en allant chez l'homme. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ce produit que vous connaissez, donc qui consiste en fait en 5 souches. Il y a 4 souches yaourt, la souche probiotique, Paracasei, et dans laquelle on a rajouté 2 autres souches qui avaient été spécifiquement sélectionnées. Donc, on a un produit en fait qui contient 7 souches. On a mené une étude clinique, donc qui a duré 42 jours et qui était en fait séparés en une phase où les sujets prenaient un traitement. Donc, c'est le traitement anti-Helicobacter pylori. Et pourquoi on l'a choisi? Parce que le but, c'était pas de traiter les patients. Bon, ils ont évidemment été traités, mais c'était un modèle en fait d'altération du microbiote intestinal. Donc, un modèle qui est connu pour générer une altération en termes de symptômes et du microbiote intestinal. Donc, dans cette étude, on avait des sujets qui ont pris le produit, donc qu'on appelle test, et des sujets qui ont pris un lait acidifié. Et on voit après qu'on avait une période en fait qu'on appelle follow-up, donc la période après arrêt de l'antibiothérapie et du produit laitier fermenté. Donc, on a séquencé à peu près 500 échantillons dans cette étude. Donc, c'est un niveau qui est un peu plus élevé que ce qu'on faisait d'habitude. Et ce qui est important quand même de mentionner, c'est que dans cette étude, on n'a pas vu d'effet sur les symptômes cliniques parce qu'il y avait finalement peu d'événements dans cette étude particulièrement. Donc, on a analysé tout d'abord en 16S pour voir un petit peu déjà ce qui se passait au niveau global. Donc, avant le 16S, on a également fait
tout à gauche, donc la quantité totale des microbes ou des bactéries. Donc ce qu'on voit ici, c'est la diminution au cours du temps. Donc j'ai remis ici quand est-ce qu'on a pris l'antibiothérapie et les produits. Donc on voit bien la diminution à peu près de 0,5 log de la quantité de microbes et on voit bien la restauration du microbiote, mais qui est incomplète, en tout cas dans le temps de notre étude. Quand on regarde la diversité du microbiote, donc par un marqueur classique, on voit que ça suit également la même courbe, c'est-à-dire on voit une diminution de la diversité du microbiote tout de suite après l'antibiothérapie, et après on voit que ça commence à remonter, mais que la différence est toujours significative par rapport à baseline, parce qu'on était sûrement qu'à 42 jours. Donc on a une restauration qui est incomplète dans cette étude et qu'il faudrait suivre sur un plus grand long terme. Et ce qu'on a fait également, qui est intéressant, c'est qu'on a mesuré les acides gras chaîne courte majeure, et non pas en matière humide, mais en matière sèche. Donc ça permet également de vraiment avoir une représentativité un petit peu plus... Enfin, je veux dire, c'est vraiment la masse sèche. Et ce qu'on voit également, donc en lien avec ce qu'on a vu sur la gauche, c'est qu'on va avoir une diminution de la quantité de ces métabolites et qui vont partiellement en fait revenir à la fin de l'étude. Donc on a une différence avec le test et contrôle entre les 2 jours après l'antibiothérapie. Et ce qui est intéressant aussi, donc le valérate, donc c'est un acide gras chaîne courte aussi, mais qui est finalement peu étudié. Et on voit un effet aussi de notre produit sur le valérate par rapport au contrôle qui est en bleu. Donc là, avec cette étude, donc déjà, premièrement, on peut mettre en évidence l'altération du microbiote intestinal au niveau de quantité, au niveau de composition, également au niveau des métabolites, sans avoir là de différence entre en tout cas pour les paramètres globaux à gauche, entre le test et le contrôle. Donc on a regardé un petit peu plus l'étape qu'on appelle restauration, donc c'est à jour 42. Donc à gauche, en fait, vous voyez un graphe qui va montrer le nombre de genres qui finalement sont différents entre la phase de restauration et l'état basal. Donc plus il y a de couleurs et d'étoiles, plus en fait il y a un nombre de genres qui est différent de basal. Donc ce qu'on voit à gauche, et c'est le groupe test, c'est qu'il y a moins de genres qui sont différents par rapport au contrôle. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a moins de genres qui sont différentiellement abondants par rapport au contrôle à J42. Donc, ce qu'on a vu également, et tout ça, j'ai oublié de le dire, en fait, on a utilisé pour la première fois des approches quantitatives, c'est-à-dire qu'on a normalisé le séquençage CESS par la cytométrie en flux, donc une approche qui avait été mise au point par le laboratoire de Jeroen Reis en Belgique. Et ce qu'on voit dans le graphe du milieu, par exemple Klebsiella et Escherichia, qui sont bien en rouge à gauche, c'est qu'on voit bien que le test en jaune diminue en fait l'abondance quantitative de ces genres au cours plutôt de la phase de restauration. Et quand on regarde en fait un marqueur global, donc de bêta-diversité, donc ça permet de dire quelle est la distance en fait entre l'état basal et l'état après l'étape de restauration. On voit bien, même si ce n'était pas significatif à jour 14 et jour 28, on voit bien quand même la tendance déjà de diminution de différence par rapport à basal. Donc ça veut dire que le microbiote, encore une fois, il est en train de récupérer. Et on voit la différence à J42 entre le test en jaune et le contrôle en bleu, et le test qui a une distance plus basse. Donc ça veut dire qu'il est plus proche de son état basal. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en bêta-diversité, on peut mesurer beaucoup de distances. Donc on a mesuré plusieurs distances en abondance relative et quantitative. Donc elles n'étaient pas toutes significatives, mais en gros, les tendances étaient toujours en fait à une différence entre le test et le contrôle. Donc ce qu'on a fait après, donc on aurait pu en rester au CESS. Donc on est allé un petit peu plus loin en analyse shotgun, donc en lien avec ce que Joël et Mathieu montrent aussi sur vraiment l'intérêt d'aller en métagénomique. Donc on a fait une collaboration avec l'université de Cork, donc qui vient d'être publiée en août. Donc l'intérêt en fait de l'analyse shotgun, donc je vais aller rapidement, donc c'est d'accéder à la fonction
d'accéder à une résolution qui est plus élevée, notamment en espèces, en souches, et d'aller également vers tout ce qui est, par exemple, on peut aller vers le métabolisme des fibres, on peut aller vers le résistome. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec le shotgun qu'on ne peut pas faire en CESES. Donc déjà, ce qu'on a regardé au niveau assez macro, donc là, c'est chaque point correspond à une espèce, en fait, dans un genre particulier. Donc par exemple, il y a juste un message ici à retenir. Donc déjà, on voit qu'il y a moins de genres au fil du temps qui sont différents par rapport au jour zéro. Ça montre encore le retour partiel, mais le retour du microbiote intestinal une fois qu'on arrête l'antibiothérapie. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais plutôt souligner, c'est que parmi les genres en fait, qui ne reviennent pas du tout à l'état initial et qui vont rester du côté gauche, donc qui sont toujours diminués par rapport à l'état basal. Donc on voit par exemple les bifidobactéries. Donc, les bifidobactéries sont très connues pour être impactées par les antibiotiques et surtout ne pas revenir rapidement à l'état initial. Mais par contre, quand on parle de bifidobactéries qui sont altérées, ce ne sont pas les bélactis, par exemple. Donc, ce sont vraiment les bactéries bifido-endogènes, d'où l'intérêt après d'avoir des approches qui sont d'aller vers des bactéries bifido-adolescentis, longum, pseudocateculatum, et qu'on voit assez dans beaucoup de publications vraiment impactées par les antibiotiques. Donc, on est allé au niveau souche, puisque la métagénomique permet d'accéder au niveau souche. Donc là, c'est le niveau souche des bactéries du produit, ce n'est pas les souches du microbiote. Cette partie, on ne l'a pas faite. Donc ce qu'on voit ici en haut, c'est le produit laitier fermenté donc, qui contient 7 souches. Donc il a 4 souches de yaourt et 3 souches qu'on appelle probiotiques ou probiotiques candidates. Et ce qu'on a fait, donc, on a les génomes en fait, de ces souches. On a mappé en fait, sur les métagénomes intestinaux. Et vu qu'on a la cytométrie en flux, donc on a essayé d'avoir une approche quantitative. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié, on a quantifié les souches des produits dans les métagénomes. Et en gros, ce qu'on peut voir, c'est que pour les probiotiques, c'est très clair. On voit l'augmentation pendant la période de consommation. Et ce qu'on voit pour les streptococcus, c'est que c'est vraiment bruité, en fait. Et les streptococcus thermophilus, donc il faut savoir que c'est une sous-espèce de Salivarius et que dans le microbiote intestinal, et notamment après des inhibiteurs apobaprotons qui étaient dans le traitement Helicobacter pylori, on a aussi une augmentation des endogènes en fait, de Streptococcus salivarius. Donc nos signaux sur Streptococcus thermophilus, on voit bien qu'ils sont un peu plus bruités que ceux des probiotiques. Mais en gros, ce qu'on montre ici, c'est que en quantité, donc nos souches, elles sont transitoires. Donc elles ne colonisent pas en fait l'intestin. On le savait déjà chez les personnes saines. Avec une autre approche, on n'a vu qu'une souche, la rhamnosus, permettait de... On a vu un peu plus de sujets qui avaient la souche 2 semaines après l'arrêt de la consommation. Donc il y a des souches peut-être parce que... soit la permissivité du microbiote, soit le fait d'avoir un pili, il y a des souches qui peuvent se démarquer. Donc après, on est allé dans une approche un peu plus liée à la métagénomique. Donc on a utilisé un pipeline qui permet d'estimer l'activité. Donc ce n'est pas la métatranscriptomique, c'est vraiment basé sur la réplication. Donc ça peut avoir ses biais. Mais en gros, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'à part la souche Bulgaricus, on détectait en fait, parce que du coup il y a des signaux avec les plots, on détectait une réplication, donc il y avait une grande variabilité selon les sujets, hein, on voit bien les barres qui sont très dispersées. Mais ce qui nous a étonné en fait, c'est que les souches du yaourt, Streptococcus, on les détectait actives. Et les souches du yaourt, il y a beaucoup de débats sûrement parce que c'est difficile de dire quand est-ce que c'est une souche yaourt par rapport aux souches endogènes. Mais ce qu'on a vu par rapport à une autre étude clinique qu'on avait publiée 1 an avant, chez des sujets sains, avec le même produit, on n'a pas vu de réplication de Streptococcus thermophilus. Donc, ce qui voudrait dire que, sûrement que c'est l'inhibiteur apobaproton qui augmente le pH et qui permet au Streptococcus de survivre plus. Donc, ça veut dire que dans notre produit, il n'y a pas que les probiotiques, mais c'est le produit entier qui peut avoir un effet.
Et du coup, donc, la question qu'on nous pose tout de suite, c'est est-ce que les souches sont résistantes aux antibiotiques? Donc on l'a testé par... donc la réponse est non. Donc on l'a testé par culture et par analyse génomique, en fait. Donc les souches, sûrement parce qu'elles sont ingérées 2 fois par jour et qu'elles ne sont pas complètement en phase avec l'antibiothérapie. Donc on n'a pas vu de résistance, mais c'est vrai que c'est la question majeure qu'on peut poser, en fait, quand on utilise des probiotiques. Donc avec le shotgun, donc on a à gauche ici, donc vous voyez le même graphe que j'ai montré en 16S. Donc on a confirmé, donc avec une approche qui est beaucoup plus résolutive, donc basée sur vraiment une grande quantité d'informations, on a confirmé au niveau toujours de la partie restauration. En fait, j'ai oublié de dire que nous, on ne voit pas d'effet du tout pendant l'antibiothérapie. On voit vraiment que pendant la phase de restauration. On voit que la distance versus le basal, il est plus faible pour le groupe test. Après, du coup, on avait la métagenomique, donc on a regardé la fonction globale. Et c'est vrai que la fonction globale, elle est très peu étudiée en termes d'antibiotiques, comment est-ce que la fonction répond. Donc on a utilisé la même approche que pour la composition, donc on a fait les mêmes distances. Et ce qu'on voit déjà, vous voyez bien la différence entre les chiffres, la fonction elle est beaucoup moins altérée que la composition. Donc ça, c'est parce qu'il y a une redondance fonctionnelle, donc la fonction est moins altérée, et on n'a pas vu de différence entre les deux produits. Après, on a regardé au niveau à droite, spécifiquement sur les espèces du produit laitier fermenté, est-ce qu'elles apportent en fait quelque chose au microbiote? Donc ça, c'est le pourcentage de leur fonction par espèce. On voit que les chiffres ils sont très, très faibles, hein, c'est au niveau de 0,01%, parce que nos souches elles sont en faible quantité en fait, dans le microbiote intestinal. Donc là, ce qui est intéressant, juste, ce sont les flèches. Donc on voit que les espèces, elles ont des fonctions qui vont leur être spécifiques. Et notamment pour Streptococcus thermophilus. Donc on a tout ce qui est autour de Corismate. C'est lié en fait... Pardon. Faut pas le toucher, faut pas le toucher. C'est lié en fait à l'acide folique. Donc ces souches peuvent produire de l'acide folique qui peut après moduler le microbiote intestinal. Il nous reste 2 petites minutes. OK. Donc, sachant qu'on n'avait pas vu d'effet sur l'alpha-diversité, après on a voulu aller un petit peu plus loin dans la compréhension, pas seulement de nos souches, mais également de comment le microbiote intestinal, en fait, il va varier en restauration. Donc on a utilisé une approche qui peut être, encore une fois, limitée, mais on s'est basé sur un papier qui venait juste de sortir. C'était comment on différencie les sujets qui vont avoir un microbiote qui va revenir à l'état initial de ceux qui ne vont pas revenir à l'état initial. Donc, je vais aller directement là. Donc, on voit sur le graphe à gauche en haut qu'on a 2 groupes avec des couleurs différentes. Donc, le bleu, ce sont les sujets qui ont été identifiés dont leur microbiote ne revient pas à baseline. Et en jaune, donc, ce sont les sujets dont le microbiote revient à baseline. Donc, on voit bien que le microbiote se différencie au niveau des différents jours. Après, on l'a fait en termes d'alpha-diversité. On l'a remontré, donc ça c'était logique, qu'effectivement les sujets qui reviennent à l'état initial ici ont une distance plus faible avec leur échantillon basal. Donc ça c'est juste une confirmation. Et ce qu'on a montré en plus, c'est que ce n'est pas seulement en composition, mais c'est également en quantité de microbes que ces personnes qui reviennent à un état initial ont également plus de bactéries et non pas seulement plus de diversité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé tous les acides gras à chaîne courte. Il n'y avait pas de différence entre les acides gras majeurs. Donc ça veut dire aussi que la restauration n'est pas aussi simple en fait. Il faut vraiment prendre un angle très global. Et la différence qu'on a vue, c'est plutôt chez des acides gras à chaîne courte mineurs, enfin peu abondants, et notamment le valérate, donc qui, encore une fois, il est peu étudié, mais dans des études, en fait, notamment sur C. diff, le valérate avait été montré comme un effet antipathogène. Donc il y a peut-être quelque chose autour de ce métabolite qui pourrait peut-être améliorer le microbiote. Donc on a ensuite regardé comment nos sujets de nos groupes se répartissaient dans les groupes de restauration du microbiote. Ce qu'on a vu, c'est une tendance, c'est que les groupes qui appartiennent, les groupes qui ont consommé le produit laitier sont un peu plus présents, donc c'est 0,1, Anki 2, dans le groupe dont le microbiote a été restauré par rapport au groupe contrôle.
Et ensuite, si on va au niveau de la souche de nos produits laitiers fermentés, donc on a leur abondance quantitative et la réplication. Donc ce qu'on voit, c'est intéressant, c'est que seulement les probiotiques ont une plus forte abondance dans le groupe où il y a eu restauration du microbiote et pas les souches yaourt. Donc ça permet déjà un petit peu aussi peut-être de distinguer l'effet des souches. Et quand on regarde au niveau de réplication, on voit que la souche Paracasei qui, elle, en fait, est associée et plus élevée dans le groupe des gens qui ont eu leur microbiote restauré. Et si on revient potentiellement vers comment ces souches en fait, peuvent agir sur le microbiote, on a différentes hypothèses. Donc, soit l'effet peut être direct par notamment ce que j'ai dit, l'acide folique, il y a des interactions métaboliques entre les bactéries lactiques et le microbiote intestinal, et également par un effet sur l'hôte, puisque 2 souches ont été bien démontrées sur l'effet sur la barrière. Donc, en conclusion, donc ça c'est une conclusion qui récapitule aussi ce qu'on avait vu dans d'autres projets, c'est que quand on donne en tout cas nos produits à des personnes saines, on ne voit pas vraiment d'effet sur le microbiote intestinal. On le voit quand il y a un stress écologique ou un stress même mental, par exemple. Et c'est vrai que l'effet qu'on observe, il faut dire qu'il est modeste et qu'il est qu'il est plutôt limité à la phase de restauration. Donc ça veut dire en fait qu'il faut d'autres approches complémentaires pour amplifier en fait l'effet de ces souches. Et quand on parle de restauration, donc il y a beaucoup d'approches qui peuvent être utilisées. Donc là, on a utilisé une approche qui se base sur un indice de diversité, mais je sais que par exemple Rebiotics aussi a publié des approches pour vraiment mesurer la restauration du microbiote. Donc évidemment, elles doivent être aussi intégrées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'effet de résilience, en fait, c'est très complexe. Donc il n'y a pas que les bactéries, on regarde souvent les bactéries, mais il y a aussi prendre en compte en fait, la fonction et les métabolites. Donc là, je voudrais particulièrement remercier l'étude que j'ai montrée avec l'Université de Cork, avec Jamie Fitzgerald et Sriram qui ont fait le gros des analyses. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Muriel.